Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Librairie Dialogue. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir Maurice Godelier. Merci Maurice Godelier d'être venu jusqu'au Far West ce soir. Maurice Godelier, vous êtes anthropologue, spécialiste notamment d'anthropologie économique et des sociétés d'Océanie, ancien directeur scientifique du département des sciences de l'homme et de la société du CNRS, directeur d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales et médaillé d'or du CNRS pour l'ensemble de vos travaux. Je crois que là, on peut s'arrêter là. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont certains sont devenus des classiques. Dans votre dernier ouvrage, paru en juin dernier, qui s'intitule « Quand l'Occident s'empare du monde, 15e, 21e siècle », sous-titré « Peut-on se moderniser sans s'occidentaliser ?» vous vous livrez à une analyse approfondie en mêlant histoire, économie, sociologie et anthropologie pour répondre à une question qui vous préoccupe depuis longtemps, très longtemps. Puisqu'entre 1966 et 1988, vous vivez et travaillez à plusieurs reprises avec les Barouillas, un peuple sans classe et sans État, passant pas moins de 7 ans avec eux. Racontez-nous comment, en 1966, pour votre premier véritable terrain, vous vous retrouvez à étudier une tribu des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oh là là, putain. Bon, c'est compliqué ton truc là. D'abord, au départ, je suis malheureusement agrégé de philo, normalien, des trucs comme ça. Bon. Triple licence quand même. Oui, mais bon, le jour de la grecque de philo, le président du jury me dit « Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur qui faisait surtout pas de philo ?» Ça a un peu surpris, hein, ça a un peu surpris. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis je voudrais pas faire comme les philosophes qui passent leur vie à philosopher sur la philosophie. Je préférais apprendre autre chose pour apprendre un jour à philosopher sur autre chose. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Je viens de me marier. Les mathématiques, j'aime bien, mais je suis pas bon. La biologie, j'aime bien, mais ça prend du temps quand on vient de se marier, quoi. Pour des raisons politiques, c'est l'économie politique. Ah bon, très bien. On vous donne une économie. C'était l'époque, attention, hein, il n'y avait pas de CNRS avec commission électorale et tout, là. C'était les grands féodaux parisiens qui décidaient. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? On vous donne une année d'école normale pour... Faites ce que vous voulez. Alors, je passe une année à faire des mathématiques économiques, modèle économie décentralisée capitaliste, et à l'époque, économie centralisée socialiste. Oh. Et tout ça, c'était un centre de mathématiques, etc., au service du commissariat général au plan de De Gaulle. Donc De Gaulle avait créé un... Alors, je ne vais pas être grossier, mais je suis emmerdé quand même beaucoup. Quand même. On faisait des modèles abstraits comme ça. On injectait une équation, là. Paf. Voilà, donc... Et par hasard, je découvre qu'il existe aux États-Unis une anthropologie économique. C'est-à-dire qu'on étudie, d'un point de vue anthropologique et non pas économique, les économies. Plutôt des sociétés non capitalistes colonisées. Bon, alors, Poliaki notamment, c'est ça? comment? Avec Poliaki notamment. C'est là que j'ai traduit et publié Polanyi et tout. Bon, passons là-dessus. Et je rentre au labo de Lévi-Strauss à l'époque et on m'envoie, l'UNESCO m'envoie au Mali, qui venait d'être indépendant de la France et se tourner vers l'Union soviétique avec Modibo Keïta, Bandera Keïta, tout ça. Je passe un an à demander des rendez-vous au ministre du Plan. Il y avait des jeeps du Plan. Il n'y avait pas de plan. Mais il y avait un ministre quand même. Bon, parfois, c'est un peu ça l'Afrique, vous voyez. Bon. Et donc, je reviens en disant, écoutez, je n'ai pas pu faire de terrain, mais j'ai beaucoup visité l'Afrique comme ça. Et donc, après, il y avait un anthropologue que tu as connu, Alfred Métro. Pas personnellement. J'étais trop jeune.
Et donc, il me dit, bon, écoutez, si vous voulez aller en Bolivie, j'ai 60 ans, vous êtes jeune, reprenez mon terrain chez les Indiens, etc. Donc, on prépare 3 mois là, le mercredi après-midi où c'était terminé. On était contents, quoi. On ferme la porte et se suicide après mon départ. Donc, alors après, on enterre, avec Lévi-Strauss, on enterre au cimetière de Bagneux le pauvre métro. Et Lévi-Strauss me dit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je ne sais pas. Il dit, écoutez, écoutez bien, hein, le paradis de l'anthropologie aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Guinée et la Papouasie, c'est là que sont les Américains. Enfin, si vous voulez, allez-y. Et donc, c'est comme ça que, tu vois. Entre-temps, j'avais été au Mexique et au Pérou, où les colonels avaient pris le pouvoir et commençaient à faire une réforme agraire. Donc, vous voyez un peu, j'ai une certaine expérience des sociétés colonisées et dominées, non? Après, je suis resté beaucoup d'années en Nouvelle-Guinée. Donc, en fait, avec des copains américains, vous savez comment ça se passe. On prend la carte, on a 800 tribus. Hein. En Nouvelle-Guinée, il y a 714 langues parlées par plus de 800 tribus. Faites un État démocratique avec. Allez-y. Hein. Bon, passons là-dessus. Colonisé, évidemment, par les Anglais et par les Allemands au départ. Et donc, en fait, je me retrouve en Nouvelle-Guinée. Et avec une liste faite par des copains américains de Yale, de Harvard et tout. Et le hasard fait que je n'ai été dans aucune des tribus. Parce que le hasard fait que j'en ai trouvé d'autres par moi-même. Et j'y suis resté longtemps. 7 ans cumulés. Enfin, sur 20 ans, 7 ans. Donc la première fois, j'ai emmené ma femme et mes 2 enfants, mais au bout d'un an, ils se sont tirés rapide. Ma femme avait peur des serpents pour les enfants, etc. Bref, c'est ça la vie. Et donc, vous avez pu ainsi observer le processus d'occidentalisation et de modernisation des Barouillas. Oui, mais ce n'est pas la seule expérience de ma vie, mais elle était... Le hasard m'a servi, quoi. J'arrive 7 ans après l'arrivée du premier blanc. Quel est le premier blanc qui arrive, mes enfants? Militaire. Deuxième blanc qui arrive, missionnaire. Troisième blanc qui arrive, universitaire. Vous avez compris? Et c'était Maurice Godelier. Bon. Et donc, quand vous arrivez à 8-9 ans après l'arrivée des premiers blancs, c'est un peu unique comme expérience. Ça n'arrive plus beaucoup dans le monde. Il n'y a plus de sociétés non contactées maintenant. Il n'y en a aucune. Et donc, quand vous vivez comme moi pendant des années et que vous faites le relevé, qui habite avec qui dans tous les villages, aussi, on m'a autorisé à participer aux initiations des hommes, aux initiations des femmes, etc. Vous voyez 3 choses arriver. Première chose, la domination militaire. Les types, ils n'ont plus le droit de faire la guerre. Hein. Terminé. Ils n'ont plus d'autonomie pour leurs décisions souveraines. Ils ont perdu la souveraineté sur eux-mêmes. OK? Deuxième opération, scolarisation des enfants. Et christianisation. Paf! Christianisation, ça veut dire que vos dieux, c'est de la merde. Le Christ, c'est le seul. OK? Bon. Et après, vous avez donc économie de marché. C'est-à-dire, on demande aux gens qui n'étaient pas dans une économie de marché de produire du café. Du café, c'est quoi? Les mecs, ils n'avaient jamais bu de café, quoi. On leur donne 1000, 2000 plants de café gratuits pour ensuite
leur apprendre à récolter le café et à le vendre à des prix corrects, pas corrects, pour ceux qui les achètent. Vous avez bien vu, christianisation et scolarisation, économie de marché, domination militaire et administrative. Il y a un moment dans votre livre qui est assez à la fois croustillant et effrayant, c'est quand il y a un groupe d'hommes et de femmes qui viennent vous voir et qui vous demandent d'inscrire dans un cahier leur nouveau nom chrétien. Et vous leur demandez pourquoi. Ça, c'était à la fin, au bout de... Les 7 ans, c'est sur une vingtaine d'années. Hein. La première mission, c'est 3 ans, puis après, ma femme n'était pas très contente. Je repartais à chaque fois que c'était possible. Bon, passons là-dessus. C'est pas un métier pour être... c'est comme les marins, quoi. Et, hein, on se tire pendant un an et demi. Bon, passons. Et 8 jours avant de ma dernière visite, quoi. Il y a un groupe d'hommes, femmes qui viennent avec un jeune homme qui parlait pidgin, qui avait travaillé dans les plantations. Et il me dit, Maurice Hello, etc. Voilà, on vient de voir pour que tu écrives nos noms dans un cahier. Nous, on ne sait pas écrire. Je dis, OK, why not? Pourquoi pas, hein. Mais quel nom vous voulez? On veut des noms chrétiens. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs qui vont arriver un jour, on veut se faire baptiser. Bon, OK, j'ai dit. Alors, comment tu veux t'appeler, toi? Ah, Simon. Comment tu veux t'appeler? Mary. Tous les noms de la Bible arrivent. Je dis, faites gaffe, les gars, faites gaffe. Hein, parce que moi, je connais tous vos noms de clans, et les noms de clans sont différents pour chaque clan. Si vous vous appelez tous John and Mary, ça va être le bordel. Mais ça ne fait rien, Maurice, ça ne fait rien. Parce que... Mais je dis, mais dis-moi, alors pourquoi... Voilà. On veut être moderne. Je tombe dessus. Bon, quand même, à 2000 mètres dans la jungle, le type qui vous dit on veut être moderne, c'est pas mal, non, hein, alors, je dis, alors explique-moi ce que ça veut dire être moderne. Oh, c'est très simple. Suivre Jésus et faire du business. Vous avez bien compris? Merveilleux. Suivre Jésus et faire du business. Et donc là, sur cette question à la fois de modernisation et d'occidentalisation, cette question ne vous a plus quitté et revient à nouveau dans la conclusion de votre ouvrage ici, Fondamentaux de la vie sociale, qui est paru en 2019, qui est un livre que je conseille à tout le monde, puisque vous présentez de façon claire et concise votre discipline. Là, si vous voulez savoir ce que c'est que l'anthropologie, lisez ce livre, c'est clair, précis et hyper agréable à lire. Vous y répondez ensuite, donc vous posez la question à nouveau à la fin de ce livre-là, et vous y répondez par une immense synthèse monumentale qui se trouve ici, donc qui s'intitule « Quand l'Occident s'empare du monde, peut-on alors se moderniser sans s'occidentaliser ?» Puisque vous expliquez dans cette synthèse comment une dizaine de pays d'Europe qui se faisaient la guerre en permanence, donc là on remonte au XVe siècle, ont réussi à coloniser plus de 45% des terres émergées en soumettant les populations et en exploitant leurs ressources. Pouvez-vous nous présenter cette première phase de diffusion des valeurs occidentales hors d'Europe via la colonisation? Écoutez, j'étais quand même pas choqué, mais quand le type m'a répondu comme ça, suivre Jésus, etc., j'ai dit, mais moi, mon boulot, je suis occidental. Je suis venu après un missionnaire et un militaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de faire avec les autres? Alors, je me suis arrêté de repartir. Et je me suis enfermé pendant, je peux dire, 3 ans et demi. Et j'ai lu systématiquement colonisation du Pakistan, de l'Inde, etc. Tout. De l'Afrique, j'avais été en Afrique. Et après, j'ai voulu me faire la synthèse moi-même. Et voilà ce que ça donne. D'abord, je vous donne tout simplement la notion qu'est-ce que coloniser, parce que j'ai vécu les colonisations. Hein.
presque à leur origine à nouveau. Voilà. Coloniser, c'est choisir un pays qui ne vous a pas demandé de venir, c'est l'occuper militairement, c'est le gouverner soit directement en éliminant ce qui les gouvernait déjà, soit en demandant à ceux qui les gouvernaient d'être des intermédiaires s'ils veulent sauver leur peau. Donc eux, ils sauvent leur business, et nous aussi d'ailleurs. Et troisièmement, c'est une chose formidable, c'est exploiter les ressources du pays, non pas pour l'avantage du pays, mais d'abord pour l'avantage de la métropole, la France, etc. Donc j'étais dans les colonies anglaises, etc. C'est pareil, il y a des variations entre les colonisations. La plus brutale au XVIe siècle, ça a été les Espagnols qui ont détruit les Aztèques, les Incas, des civilisations entières. Et dans les temps plus modernes, c'est le roi des Belges. La colonisation du Congo belge a été effarante de brutalité, etc. Passons là-dessus. Donc coloniser, c'est ça. Maintenant, moderniser, c'est quoi? Alors, c'est là que, en revenant, je lis par hasard un énorme livre sur l'histoire du Japon. Et je découvre que moderniser, ce n'est pas une question moderne. Ce n'est pas une question moderne. Qu'au VIe siècle après Jésus-Christ, les Japonais, ils prennent de la Chine la riziculture, la sériculture, la soie, l'écriture chinoise, le bouddhisme et l'État. Et ils disent, les formules que je vois, il faut prendre le plus possible à la Chine sans perdre notre âme de japonais. Écoutez bien, c'est ça les enjeux. Il faut prendre un peuple qui apparaît comme plus avancé pour la prospérité et pour la puissance, la Chine a la puissance et la richesse, il faut prendre ces moyens pour nous sans perdre notre âme. Sans perdre notre âme. C'est la culture, quoi. Sans perdre le fond, quoi. Ils ont une formule. Wonton Kansai, c'est ça? Oui, c'est Wonton Kansai. Mais après, je découvre que au XIXe siècle, les mêmes Japonais, que je vois l'histoire du Japon, 1848, arrivent 4 vaisseaux noirs de la flotte américaine, avec le colonel Perry, vice-amiral, en fait. Et ils demandent au Japon, qui est fermé à l'Occident depuis 3 siècles, sauf aux Hollandais, mais qui a exclu toute christianisation. On a tué tous les missionnaires qui arrivaient. Alors, le colonel, enfin, le vice-amiral américain somme le shogun, c'est-à-dire en fait celui qui dirige le Japon, d'ouvrir les ports au commerce américain. Okay, il lui donne 1 mois. La flotte russe du tsar apprend ça, les Français et tout le monde arrive. Qu'est-ce que font les Japonais? Ils sont divisés, vous savez, en clans, ils se battent beaucoup entre eux, etc. Vous avez vu les beaux films qu'on a fait autrefois là-dessus. Ils se divisent. On referme, parce qu'on nous appelle, nous, en Chine et au Japon, les barbares. Hein. Nous sommes les barbares de l'Occident. Les Chinois avaient, depuis le Moyen-Âge, une classification. Il y a les Chinois centre du monde, écoutez bien, les barbares cuits, ceux qui sont devenus chinois, sinisés, et les barbares crus, ceux qu'on va un jour siniser. Donc l'impérialisme n'est pas seulement né en Occident, hein, mes enfants. Quand vous avez un empire comme l'Empire romain, c'est pareil. Hein. Moi, je suis à Stimi, j'ai été dominé par les Romains. Bah, putain, c'est pas possible. Bon, passons là-dessus. Et donc, vous voyez, c'est fondamental. C'est-à-dire, les Japonais se divisent en 2 clans. On ferme le pays comme autrefois, les autres disent non. On va maintenant aller, c'est la révolution de Meiji, 1863, fondamentale. On va aller en Occident,
Amérique, Allemagne, France, Angleterre. On prend tout ce qu'il y a de bien pour nous pour faire aussi bien qu'eux, si ce n'est mieux. Écoutez les Japonais, hein, votre Toyota là. Faire aussi bien que les Occidentaux pour faire mieux. Mais, alors donc, premier pays à couler la flotte du tsar, les Japonais de 1902-1905. Victoire totale d'un pays asiatique contre un pays occidental. Mais comment ils réussissent leur coup, là? Ils réussissent parce que non seulement ils envoient la moitié des ministres faire le tour et ils ramènent des ingénieurs français pour faire la flotte japonaise, etc., etc. C'est toujours grâce à des experts. Et ils envoient les étudiants par masse aux États-Unis, en Allemagne, comme Xi Jinping. Hein. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes procès. On envoie les étudiants là où il y a une avance technologique ou scientifique ou n'importe quoi. Bon, passons dessus. Et donc, ils coulent la flotte. Mais ils fixent des lignes. Et la plupart des peuples qui sont soumis à l'Occident ne peuvent pas résister en fixant les lignes. Or, quelles sont les deux lignes fixées par les Japonais jusqu'à aujourd'hui? On ne touche pas à l'empereur et on ne touche pas au shintoïsme. On ne touche pas à notre religion. OK? Et ça s'appelle Wanton Yosai, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'ils avaient. Ils ont repris les mêmes mots d'ordre. On prend chez les autres pour faire aussi bien et même mieux, mais on fixe les lignes rouges. On ne veut pas perdre son âme. Pour ne pas perdre son identité culturelle. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils savent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Donc là, on est au 19e siècle. Entre nous, c'est ce qui arrive avec tous les pays musulmans. On va y venir. Tous les pays musulmans, on pique le plus possible, mais il ne faut pas toucher à l'islam. Et en plus, on fait la lutte au nom de l'islam. On fait la lutte après, non pas au nom d'eux, mais au nom de l'islam. Ce n'est pas pareil du tout que les Japonais et tout ça. Donc là, vous avez donné les deux cas de figure, c'est-à-dire une modernisation et une occidentalisation, soit par la colonisation, donc elle est forcée à ce moment-là, cette modernisation et cette occidentalisation. Oui, elle est imposée. Et donc, au XIXe siècle, les fondements de cette occidentalisation, c'est la puissance par les découvertes scientifiques, les innovations technologiques et le système capitaliste. Et puis, on a... militaire. Et militaire avant, mais ça, c'était pour la partie coloniale. Et puis, vous avez évoqué l'autre cas de figure, qui est la modernisation choisie, parfois à marche forcée. Et là, vous donnez trois cas de figure intéressants, et vous pouvez les développer peut-être. On a la Turquie, la Russie et l'Iran, qui, à ce moment-là, eux, vont passer à une modernisation la Russie, avec Pierre le Grand, qui va avoir le même principe que les Japonais, c'est-à-dire... Alors, je vous laisse Maurice Godelier nous expliquer. La Russie était beaucoup plus en retard que les Japonais. Oui. Mais là, ils vont choisir la modernisation. Alors, Pierre le Grand, les gars. Hein, la Russie, à l'époque de Pierre le Grand, est fermée par rapport à l'Occident. Religion orthodoxe, influence de Byzance, mais surtout 2 siècles de colonisation par les Mongols. 2 siècles de colonisation qui arrivent à la fin, en 1480. Or, en 1492, ça va être le retour de notre copain là, d'Amérique. Christophe Colomb. Un retard profond. Pierre le Grand décide, un chef d'État, d'aller avec ce qu'il appelle la première ambassade, 200 personnes, visiter. Attendez, il se refuse à apparaître comme chef de la délégation. Il fait nommer un mec à sa place, qui apparaît comme le... Et il part. Visite la Hollande, l'Angleterre. Il lui faut créer une flotte. Il n'y a pas de flotte. Donc, il a besoin des marins hollandais, il a besoin de l'artillerie, il a besoin de tout ça. C'est un gars qui s'arrête
pendant des mois et qui apprend lui-même les métiers. Il apprend même à monter un bateau avec les Hollandais. Donc c'est très rare, quoi, qu'un chef d'État il mette la main à la pâte, quoi. Il est anonyme, hein, répétons-le à ce moment-là. On ne sait pas qui c'est le chef d'État. Il est anonyme, hein, vous l'avez dit. Attends, il est anonyme, mais il se démerde. Quand il arrive chez nous, là, Louis XIV refuse de le voir. On ne reçoit pas le prince d'un État barbare. Out. Deuxième, 15 ans plus tard, il revient, c'est Louis XV qui est petit, et le régent reçoit Pierre le Grand. Mais entre-temps, le clergé orthodoxe, l'âme slave, l'Occident touche à la Russie. Et donc le prince Alexis, le Tsarevitch, et la mère de Tsarevitch complotent contre Pierre le Grand. Et le bruit court, on laisse courir le bruit que dès que le Tsarevitch va devenir tsar, toutes les réformes occidentales vont être arrêtées. Toutes. Parce qu'il avait réformé la justice, l'école, etc. Fait traduire les textes français, anglais, allemands, en russe. Une volonté de modernisation. Alors, il revient de son deuxième voyage. Son fils, il est parti en Autriche, chez l'empereur d'Autriche. Il lui envoie une ambassade, revient, tu es pardonné, etc., etc. Et quand il arrive, le fait doublement jugé par un tribunal étatique et un tribunal religieux. Et le lendemain, son fils est mort. Il a fait assassiner son fils. D'où Pierre le Grand n'avait pas de descendants. Et c'est des femmes, Catherine de Russie, tout, qui vont continuer à la modernité, non plus avec les Allemands, mais avec les Français. Les Français deviennent, à la cour de Catherine de Russie, Diderot, tous ces bien d'autres. Voltaire, qui a été reçu en grande pompe. Bien sûr. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est une première. Ça a été presque raté. Ça a été raté parce que la puissance d'un prince ne suffit pas. Il faut que, quand même, une certaine classe sociale aille avec le prince. C'est pas possible. Alors, je vais vous dire une chose. De toutes mes lectures, les modernisations de tous les peuples africains et tout, c'est jamais les peuples. Jamais les peuples. Ce sont les élites qui ont été à Paris, qui ont été, etc., et qui imposent ensuite à leur peuple des réformes qui ont été prises ailleurs. C'est jamais les peuples. Les peuples, d'abord, ils trinquent, les gars. Pourquoi? Parce que quand vous modernisez, vous êtes obligé de détruire une partie de la société pour la moderniser. Si vous détruisez une partie des traditions, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Alors, je te donne les deux autres cas. La Turquie. La Turquie. Alors là... Avant Mustafa Kemal, il y avait Mahmoud II, et puis Mustafa Kemal, quoi, surtout. Le kémalisme. Atatürk. Hein. Atatürk, il est né dans le nord de la Grèce, dans les endroits de circulation internationale, on peut dire, à l'époque. Et il parle français, il lit l'allemand, il se repose en lisant Voltaire, très bon général. Le premier livre traduit en turc, parce que les Turcs, l'Empire ottoman, c'était quelque chose de formidable, qui méprisait les infidèles quand même, non? Et qui avait été très loin pour conquérir une partie de l'Europe, non? Jusque Budapest, etc. Il ne faut pas oublier. Donc, une partie de l'Europe du Sud était dans l'Empire ottoman. Atatürk dit il faut que je modernise mon pays. Comme il gagne des victoires et il peut sauver la Turquie qui n'existait pas, il sauve une partie de ce qu'on appelle la péninsule et ça devient la Turquie, avec, comme vous le savez, des épurations ethniques pour
certains peuples qu'il n'aimait pas. Hein. Ce n'est pas lui qui était responsable direct, mais c'est le même comité auquel il faisait partie qui a décidé l'épuration des Grecs, etc., etc. Hein, et des Arméniens, bien entendu. Donc lui, il crée une république laïque dont la constitution est française. Le code de commerce est allemand, etc. Tous ces peuples prennent le code de commerce allemand, le code etc. Et ils modernisent. Mais ils laïcisent. Donc il se crée la séparation, comme en France, de l'État et de la religion. Donc il a brutalisé son peuple de façon puissante. Hein, il a fait pendre beaucoup de gens qui s'opposaient à lui. Et il a créé la résistance post-Atatürk qui mène à Erdogan. C'est-à-dire à nouveau des partis islamiques à l'intérieur de ce qui n'était pas possible. En plus, il avait confié à l'armée la laïcité de l'État. D'où tous les coups d'État de l'armée contre les gouvernements islamisants. Donc l'histoire de la Turquie, c'est ça. Deuxième pays musulman très important, les chiites, c'est-à-dire la Perse. Si vous voulez, il y a une tentative de constitution 1906, écrasée par les tsars de Russie qui envoient au Shah perse la troupe pour écraser les constitutionnalistes. Bon. Quelques années plus tard, il y a un général des Cosaques, parce que les Cosaques, c'était des Russes, mais pour la première fois, il y a un Persan qui dirige, qui devient général des Cosaques, qui s'appelle Reza Pahlavi, qui va donner son fils Mohamed Reza Pahlavi. Mais on est dans un monde qui s'oppose quand même au reste de l'islam parce qu'ils sont chiites et ne sont pas sunnites. Et en même temps, ils sont persans, ils ne sont pas arabes. Bon, ça compte tout ça. Si on ne comprend pas l'histoire et la culture des gens, c'est quoi? C'est du journalisme, quoi. La Perse qui a donné l'Iran, c'est juste pour en précision. Oui, alors Reza Pahlavi prend le pouvoir et il dit, je vais faire, comme mon copain Atatürk, une république persane. Enfin, le clergé chiite lui dit non. On va te nommer à nouveau, comment ça s'appelle, pas Pacha, comment le titre. Il est Shah. Shah. Il accepte cette idée. Bon. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Parce que, alors, pendant la guerre, il est pro-allemand. Les Américains et les Soviétiques lui disent « Tu fermes ta gueule maintenant parce qu'on a besoin de passer les armes par la Perse en Russie pour la guerre contre les Allemands. » Finalement, ils résistent trop et à la fin, les Russes, comme les Américains, disent « On va dégager ce type et on va vous envahir, nous par le sud et les Russes par le nord. » Au dernier moment, presque 24 heures avant que ça rentre dans Téhéran, les Anglais, son Premier ministre va à la Chambre des députés et fait nommer son fils, Mohamed Reza Pahlavi, Shah. Les Américains ne peuvent rien faire, les Anglais non plus. Bon. Et le fils, alors, entreprend la fameuse Révolution blanche. Et la Révolution blanche, c'est la modernisation, vraiment la modernisation, encore plus en grand, de la Perse, qui devient Iran, en reprenant un vieux terme antique, pré-islamique. Hein, attention. Donc le clergé chiite n'était pas content de tout ça. Et à ce moment-là, la Révolution blanche, c'est une réforme agraire formidable, expulsion de millions de paysans qui arrivent dans les villes, pas de travail. Le clergé chiite les encadre. Corruption énorme, enrichissement formidable.
des milliers d'étudiants aux États-Unis, comme d'habitude. Les Iraniens, aujourd'hui encore, sont extrêmement cultivés, qui pensent qu'il n'est pas arabe, hein, extrêmement cultivés, donc beaucoup de gens parlant anglais, français, etc. Bon, passons là-dessus. L'opposition, il y a des groupes Mao, trotskistes, etc. Tout ça est là. Et il y a un problème, c'est que vous avez entendu parler de, comment s'appelait le problème du pétrole, le premier choc pétrolier. En 73 ? Oui. Quand tu as la décision de l'Iran de monter de 30% de ce coût de pétrole qui a ruiné ou presque ruiné l'économie occidentale. Donc Reza Pahlavi, le fils, est de plus en plus fier de lui de milliards. Les Américains lui envoient un petit message en disant tu te calmes un peu avec l'augmentation du pétrole parce que tu ruines l'Europe et tu nous mets... Le type, il dit, si vous... En plus, les Américains reçoivent le ministre de l'Intérieur du Shah sans que le Shah le sache. Donc le Shah, on a la lettre, envoie aux Américains une lettre disant peut-être vous préparez un coup d'État contre moi. Mais vous devez bien savoir que l'Iran a un grand voisin, l'Union soviétique. Donc la décision est prise par les Américains de liquider le mec. Oui, ben c'est pas. Donc il y a une réunion qui se fait en Guadeloupe avec le président français, le Premier ministre anglais, Premier ministre allemand, à 4. L'Américain propose de laisser venir Khomeini. Et donc Giscard... Qui était en exil. Je précise qu'il était en exil. L'ayatollah Khomeini, il était en exil à ce moment-là. En France. D'abord, il était en exil parce qu'il attaquait les chiites de Khomeini. On préparait plusieurs coups d'État contre le Shah avant. Ils ont même brûlé, on a découvert, un cinéma avec 760 morts en disant que c'était la police politique du Shah. Donc, passons là-dessus. Et donc, l'Américain propose à Giscard et tout ça, on va liquider ce type. Là, il nous emmerde maintenant. Il pourrait s'approcher des Russes, quoi, de l'Union soviétique. Et vous, les Français, vous pourriez peut-être prendre Khomeini chez vous. La CIA achète neuf le château, à Paris, près de Paris. Et ça devient la base des Khomeini et de Khomeini. Mais Giscard dit, c'est pas, on peut le garder, ce type, quoi, c'est pas... Et les Allemands disent aussi la même chose, on va le garder, quoi. C'est ça la politique à ce niveau, hein. C'est pas nous, hein. C'est pas vous et moi. Et donc l'Américain dit, écoute, on n'a rien à foutre d'un curé, quoi, c'est-à-dire d'un prêtre, quoi. De toute façon, tous les généraux de l'armée iranienne ont été formés aux États-Unis. Donc le type pourra prendre le pouvoir, mais les généraux pourront ensuite faire le ménage. OK ? Et quelques mois après, Khomeini arrive à Téhéran, 1 million de personnes sur le tarmac, on peut dire devant. 1 an plus tard, 10 000 morts. Toute la bourgeoisie libérale, tous les marxistes, tous les Mao islamistes, épuration totale. 1979. 79, et c'est en 79 que les Russes envahissent l'Afghanistan. Donc, et alors les Américains vont armer les talibans contre les Russes. Qui ont envahi l'Afghanistan. Et donc,
Je ne vous parle pas de ces énormes erreurs faites par les Américains, quand même. Hein. Alors, on va revenir dans notre sujet de... Vous voyez, trois cas de... C'est pas ça que tout à l'heure, je vais vous faire les conclusions de mon livre. J'ai la chance qu'elles soient vérifiées par l'histoire, pas par moi, par l'histoire. Donc, vas-y, puisque... Je reprends la main. Il est bon, hein. Je structure. Il fait des relais, là. Donc, on a vu donc les deux façons de se moderniser, de s'occidentaliser, soit de façon forcée par la colonisation, soit de façon choisie, comme au Japon, par exemple, en Iran, en Turquie. Je dois ajouter une chose très importante. Malgré les discussions que j'ai avec des politiques, les gens ne comprennent pas qu'on peut s'occidentaliser jusqu'au trognon sans jamais devenir occidental. Vous avez déjà vu Xi Jinping et tout, tous les pingouins là, habillés en cravate et tout, avec des montres, tous déshabillés et habillés à l'occidental. Tous. Il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas le gaz, il n'y avait pas le pétrole, il n'y avait pas de route, même parfois. Donc, c'est le capitalisme industriel européen qui a créé la base matérielle des sociétés modernes. J'y venais. J'y venais, j'y arrivais. Ah merde. J'ai été trop vite, là. Non, mais en fait, c'était ça le sujet. Vas-y. Parce que je faisais un petit bilan de l'évolution, donc colonisation ou choisie pour certains pays. Et puis, en fait, on va avoir la dislocation des empires coloniaux après la Seconde Guerre mondiale, et puis petit à petit dans les années 50, 60, etc. Mais en fait, on va voir que la globalisation, la mondialisation ne se termine pas avec la fin des empires coloniaux, puisque va prendre la place un système économique, le système capitaliste financier, qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va voir un système économique qui va être dominant et véritablement dominer le monde. Mondialisé, évidemment. Et donc, il est à nouveau d'origine occidentale, ce modèle capitaliste financier. Et on va voir quatre groupes de sociétés qui vont être critiques à l'égard de l'Occident et donc de cette mondialisation par le capitalisme financier. Je reprends. Allez. La parole. Sinon, il va... Du 15e à la fin du 18e siècle, qu'est-ce qui domine? L'esclavagisme, l'économie de plantation, le commerce avec l'Orient. D'accord? C'est le capitalisme commercial. Le Havre, etc., 1400 bateaux esclavagistes, 4800 à Liverpool, etc. Un enrichissement qui se fait par le sucre, le café, et tout ça, c'est très important. C'est le clou de girofle qui vient d'Asie. Et donc, c'est le capitalisme commercial qui domine le capitalisme. Il n'y a pas d'industrie encore, vraiment, à cette époque, qui domine le capitalisme financier. Au XIXe siècle, il s'est fait quelque chose en Occident qui est à notre honneur, mais on a payé cher. Alors, je suis à Ch'timi, dans le nord de la France. On travaillait 12 heures par jour dans les mines. Les gamins travaillaient à l'âge de 10 ans. On en a chié, et ce n'est pas seulement l'exploitation des esclaves africains qui a fait la richesse du capitalisme. Il ne faut jamais oublier la double base d'exploitation. Parce qu'on est là devant des Africains qui disent « Ah ben, ils nous avaient exploités ». Mais comment on a construit en Occident? Vous avez été dans le Nord avec les mines qui sont fermées et tout ça? C'était épouvantable. Hein. Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire de 1812 à 1880. Et les gens avaient un enrichissement de 40 à 50%. Bon, c'était quand même bon. Mais regardez, technologie, gaz, électricité, charbon, bien sûr, les mines de charbon, énergie nucléaire. Il y a un petit gars qui s'appelle Einstein, hein, de 1904, 1905, Madame Curie, etc. Bon. Vous avez la biologie, vous avez les mathématiques modernes qui permettent vous avez la physique moderne qui change depuis... Et les pays qui ont emprunté n'ont pas seulement emprunté
les technologies. Des constitutions, des parlements. Il n'y avait pas de constitution dans l'Empire ottoman. Donc, on prend une constitution française ou allemande, et s'il y a une constitution, il y a un parlement, mais il n'y a pas d'élection. Alors, on met des élections. Donc, ce n'est pas seulement des technologies qui ont été prises, militaires ou autres, c'est nos institutions, c'est-à-dire une constitution, un État capable de plutôt gérer les problèmes économiques et autres, la santé. Hein. N'oubliez pas qu'au XIXe siècle en France, on introduit quand même de l'eau dans les maisons. Et on urbanise proprement, un peu mieux qu'avant, etc. Donc ce n'est pas seulement les technologies militaires et économiques, c'est aussi les institutions qui ont été transférées. M. Poutine, il a des élections, il a une constitution, il a des partis et il va être élu. Probablement. Moi, je pense que si vous pariez avec moi, on va gagner. Dans quelques mois, il va gagner. Donc c'est ça qui compte. C'est bien de comprendre la transformation. Mais la base matérielle de la vie moderne, l'électricité, le frigidaire et tout ça est produit par l'Occident au départ. Et bien sûr développé. Bien sûr, quand vous avez 1,4 milliard de Chinois, il y a des génies là-dedans, tout ça, il y a la physique quantique, ils apprennent aux États-Unis, ils la développent, c'est normal. Donc c'est pour ça que maintenant, on va avoir quelques problèmes. Vas-y, vieux, c'est à toi de reprendre. Donc, je disais qu'en fait, on va avoir des pays ou des sociétés, 4 groupes de sociétés. Vous avez élaboré une théorie. Là. Il y a 4 groupes de sociétés qui vont être critiques à l'égard de l'Occident et où vont devenir même en concurrence avec l'Occident. Et donc, on va peut-être revenir sur ces 4 types de sociétés, ces 4 groupes qui vont s'opposer à l'Occident. La première critique de l'Occident, c'est les Occidentaux qui l'ont faite. Le marxisme, le communisme, la révolution, abolition du capitalisme, abolition de la démocratie dite bourgeoise, révolution bolchevique, qui était un accident historique, hein, parce que vraiment, ils étaient très minoritaires. C'est un coup d'État qui a permis qu'ils gagnent le pouvoir, mais bon, passons. Deuxième grande critique que les Occidentaux s'adressent, notre copain fasciste et nazi, pas de démocratie. Pas de démocratie. Les Allemands rejettent la démocratie quand même après la guerre 14. La guerre 14 a été une crise de l'Occident qui a donné d'un côté la révolution bolchevique et donc le communisme, et de l'autre côté la Mussolini, premier avant. Donc critique de la démocratie en Europe, critique de la démocratie et du capitalisme par les Russes, ok, qui vont arriver 1949 en Chine. 1949, ok. Alors, donc vous voyez que la critique de l'Occident, c'est des Occidentaux qui l'ont faite devant la misère ouvrière, devant le fait que le capitalisme produit et la richesse et la pauvreté. Le capitalisme produit les deux à la fois. Hein. C'est pour ça qu'on ne va pas tous devenir des entrepreneurs. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, non? Bon, donc on ne va pas y arriver. Moi, je ne suis pas arrivé. Et donc, voilà, la critique. Alors, maintenant, si vous regardez le bilan du communisme, 1917, 1991, la veille de Noël ou la veille du 1er an, la veille du 1er an, Gorbatchev déclare la fin de l'Union soviétique. 74 ans. Pour la disparition du soi-disant mode de production socialiste alternative au mode de production capitaliste. OK ? Prenez maintenant les démocraties populaires conquises par l'URSS, Roumanie, Bulgarie, etc., Biélorussie et autres, là, Ukraine. 1945, 1996, 91, 46 ans. Prenez maintenant la Chine. Le communisme arrive
1er octobre 1949, Mao Tse-tung. 1978, Deng Xiaoping liquide le mode de production socialiste en Chine et adhère au mode de production capitaliste et devient la deuxième puissance mondiale du capitalisme. Alors, réfléchissez, en tant qu'historien ou en tant que citoyen. 74 ans, 46, 29, du point de vue de l'histoire, le socialisme moderne qui devait libérer les prolétaires n'avait pas de racines. N'avait pas de racines. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 100 ans, mais ce n'est pas possible. À chaque fois, dans un pays, ça donnait une dictature. Au lieu d'avoir la dictature du prolétariat, c'est la dictature du Parti communiste. Puis ensuite, c'est la dictature de Staline. Arrêtons. Je ne fais pas de critique. Je dis que quelles sont les forces qu'avaient dans des pays très en retard par rapport à l'Occident, quelles étaient les forces possibles pour, en Afrique ou ailleurs, créer une société socialiste qui donnerait l'égalité à tout le monde. Ils ont essayé. J'ai calculé qu'il y a eu, depuis la dépendance du Mali, etc., où j'ai vécu quand même, en Afrique noire, 162 coups d'État. C'est-à-dire élections, truquées plus ou moins, échec économique, et les militaires interviennent pour rétablir la démocratie. Mon cul, quoi. Attends, quoi. C'est pas possible. Faut pas nous prendre pour des cons, quoi. Il faut regarder la réalité des rapports de force. C'est pas que je critique. Je vois que les gens, même s'ils voulaient développer leur pays, il n'y a pas un laboratoire de physique quantique en Afrique noire. Il n'y a pas un laboratoire de biologie moléculaire pour se faire soigner comment ils font les Chinois. Demain, ça sera un néocolonialisme. C'est pas demain, c'est aujourd'hui déjà. Donc, écoutez, je suis triste parce que quand j'étais en Afrique, j'ai vécu là. Aujourd'hui, au Niger, c'est le pays où il y a le plus d'enfants. Le Niger, là, vous avez le coup d'État là, récent. Il y a le plus d'enfants par famille au monde. Comment voulez-vous les scolariser? Comment voulez-vous leur donner un boulot après, quand ils sont grands, les gens? C'est dramatique pour tous ces pays, c'est dramatique. Mais en même temps, c'est des rapports de force et des rapports de puissance et de ressources. Ils ont de l'uranium, c'est les Français qui l'exploitent. Aujourd'hui, dans un pays que je connais bien, la Guinée, pour exploiter les ressources, il y a les Russes, les Chinois, les Américains et les Français. Les Américains et les Français font un effort pour que les populations autour des mines et tout ça soient concernées. Les Chinois et les Russes s'en foutent complètement. On ne s'intéresse pas aux populations autour d'eux. On ne va pas les intéresser. Mais quand même, c'est 4 pays dans les ressources locales, quand même. Parce qu'il n'y a pas les ingénieurs locaux. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je ne voulais pas vous... De temps en temps, je m'énerve. Non, c'est pas grave, c'est bien de s'énerver. Je vais juste revenir sur un point, puisqu'on a vu un certain nombre de pays énormément empruntés aux Occidentaux, donc soit volontairement, soit involontairement. Et on va voir ces pays qui actuellement affirment ou réaffirment une identité culturelle propre. Et même, il y a une espèce d'effet de balancier, puisqu'on va avoir la Turquie, on voulait en parler tout à l'heure, la Turquie d'Erdogan qui, hop, revient, ou l'Inde de Modi, ou la Chine de Xi Jinping. Donc des gens qui vont réaffirmer une identité qui sera en opposition à l'Occident. Aujourd'hui, il y a un front anti-occidental, pour des raisons différentes. Il ne faut pas tout mettre dans le même temps. Non, bien sûr. Il y a aussi un sentiment anti-américain profond. Beaucoup de pays d'Amérique latine et tout, qui sont pourtant dans l'orbite de l'Occident, mais bon, passons. En fait, tu as les anciennes colonies.
qui n'arrivent pas, après 60, 80 ans, à se développer comme ils voudraient, quoi. C'est normal. Il faut contrôler la population scolaire. Il y a un seul pays qui se développe de façon très moderne, de façon autoritaire, c'est le Rwanda. Tous les enfants sont scolarisés, tous les enfants ont une tablette, ils apprennent l'anglais, non plus le français. Le type, il veut, de façon autoritaire, très moderniser son pays. OK. L'Afrique du Sud, le président de l'Afrique du Sud a été formé en Russie. Il y a 2 présidents de peuples africains qui ont été formés en Russie sous Poutine depuis 20 ans. Donc, passons là-dessus. Donc, on comprend que qui brûlent les drapeaux français et tout ça, ça ne va pas faire avancer le développement économique. Mais bon, les jeunes n'ont pas de travail. Souvent, ils ne sont pas scolarisés. Ils ont tous des portables, hein, les gars, etc. Donc, il y a tout un bloc. C'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est vraiment les pays musulmans sont contre nous pour une raison profonde. J'ai beaucoup lu les textes de l'opposition islamique qui commence au XIXe siècle. Il y a un grand auteur de l'islam qui s'appelle Al-Afghani. Donc c'était un persan qui s'est donné le nom Afghani, parce qu'étant chiite, il voulait balader partout, et partout c'est sunnite. Bon. Alors, le type est venu à Paris, il a eu une discussion publique au Collège de France avec Renan. Et Renan lui avait dit des choses très cruelles, l'islam passant très, très cruel, quoi. Et Al-Afghani, il a compris quelque chose. Il a dit, pour lutter contre l'Occident, ce n'est pas en faisant appel aux Arabes, au panarabisme. Donc, il était avant Nasser. Hein. On est en fin du 19e siècle. Pour lutter contre l'Occident, il faudra faire appel à l'islam. Si vous prenez Nasser 45 ans plus tard, il fait du panarabisme. Il se casse la gueule. Et jusqu'à maintenant, ce qui marche, c'est le panislamisme. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est une religion et un État. Si vous lisez le Coran, vous avez le fondateur d'un État, en même temps le fondateur d'une nouvelle religion. Et l'État est au service de la religion. L'État islamique est au service de la religion islamique. Donc, actuellement, les musulmans ne sont pas tous contre l'Occident, hein. Mais il y a des minorités qui sont actives. Et ils ont du pognon, hein. Parce que l'histoire de Ben Laden, tout ça, ça n'a pas été sans beaucoup de financement. Hein. Beaucoup de financement, dont une partie venait d'Arabie Saoudite, amis des Américains, mes enfants. Comme aujourd'hui, le Qatar est avec Hezbollah, et de l'autre côté, puis avec Poutine, puis avec l'Iran. Donc, les mecs, ils sont forts, quoi. Ils ont les moyens, ils ont de l'argent. Avec de l'argent, on peut tout faire. Bon. Donc, on a le deuxième grand groupe, c'est les pays islamiques où ils ont été mortifiés, humiliés de la domination occidentale. Sauf l'Indonésie, précisez-vous. Sauf l'Indonésie, précisez-vous. Qui est quand même le pays où il y a le plus de musulmans au monde. Bah, l'intérêt, c'est que l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman du monde, en 300 millions, etc. Bon, donc c'est un paquet. Pakistan, 250 millions, les gars. Hein. Bon. Le Pakistan a loupé complètement son évolution. C'était le pays des purs et c'était un pays qui devait être laïque. C'est une série de coups d'État et ce n'est pas du tout laïque. C'est le soutien de base des talibans. Donc, passons là-dessus. Mais l'Indonésie, où il y a eu une dictature de 30 ans, vous vous rappelez? L'Indonésie. Au départ, il y a eu un coup d'État de la CIA qui a tué 1 million de personnes. Comme 1 million de personnes.
pour purifier des communistes l'Indonésie, quand même. Comment ça s'est passé? Eh bien, vous aviez Sukarno qui était progressiste, mais dès que Sukarno a commencé à se rapprocher trop, non pas d'ailleurs de la Russie, mais de Mao, bon, donc son général chef d'état-major, exactement comme ont fait les Américains avec Pinochet, nommé par l'IND chef d'état-major et acheté par les Américains pour faire les coups d'État, Suharto a liquidé, si on peut dire, écarté Sukarno, et il y a eu 1 million de morts. C'était des paysans, pas tous des communistes, hein, c'était règlements de compte et tout, la merde, quoi. 40 ans de dictature. Et au bout de 40 ans de dictature de Suharto, le peuple a changé. Enfin, il y a eu des forces qui ont dit, nous, on est tous islamiques, il y a 10% de chrétiens dans les Moluques et tout ça. Des ex-portugais, mais christianisés par les Portugais. Mais nous, on est un islam d'harmonie et d'écoute. Donc, ils ont créé le Congrès international de l'islam libéral. Donc, aujourd'hui, l'Indonésie se tient très loin du wahhabisme. Voilà. C'est le seul grand pays. Mais c'était important de le préciser. Ils ne sont pas tous dans le même. Je veux dire, les islamistes ne sont pas tous dans le même panier. Et en plus, tous les gens qui croient dans le prophète, ils ne sont pas des terroristes quand même. Hein. On en a 6 millions, nous. Bon, on n'a pas 6 millions de terroristes. Certains partis politiques le croient, mais bon, c'est pas possible. Mais on a donc 4 groupes maintenant. Ex-communistes ou communistes. Mais qu'est-ce qu'il y a de communiste de la Chine? Le communisme, c'est le socialisme. Ce n'est pas la dictature d'un parti. La dictature devait être provisoire, disait Marx. Mon cul, tu parles. Bon, arrêtons, quoi, arrêtons. Donc, Russie, Xi Jinping, bloc des ex-colonies, surtout africaines, mais aussi l'Amérique latine. Pour la première fois l'année dernière, les investissements chinois dans l'Amérique latine ont dépassé ceux des Américains. Pour la première fois, le plus grand port qui va être construit par les Chinois sur le Pacifique, c'est au Pérou. Bon, passons là-dessus. Il faut suivre un peu les rapports politiques et économiques quand même. Donc, troisième groupe, c'est... Moi, j'appellerais donc l'Iran sont des pays qui ont été très modernisés dans l'Iran et la Turquie. C'est une singularité, toujours au nom de l'islam, surtout l'Iran. Et ils ont des raisons différentes de s'opposer à nous ou de s'allier à nous, hein, parce que l'Arabie saoudite, pendant longtemps, c'était le vassal des Américains. Maintenant, il s'émancipe. Et Erdogan, pendant l'affaire d'Israël, il vient de déclarer publiquement ce qu'il était, c'est-à-dire frère musulman. Or, le siège des frères musulmans, il se trouve à Ankara. Il a été expulsé de l'Arabie saoudite il y a quelques années. Donc, connexion. Alors, est-ce que c'est la fin de l'Occident, les enfants? Sans quoi vous ne pourrez plus sortir le soir complètement déprimé, là. Je pense pas, hein, je pense pas du tout. Je pense pas. Les Américains ont toujours 3 intérêts. D'abord, leurs intérêts. Deuxièmement, défendre l'Occident. Et troisièmement, défendre la démocratie. Bon. Et moi, j'ai bien regardé leur histoire. À chaque fois que leurs intérêts les obligent à ne pas défendre la démocratie, ils le font. Pinochet.
l'Arabie, le Moyen-Orient, les dictatures qui sont partout. Bon, mais en plus, on est protégé par les Américains contre Poutine et tout ça. Je ne veux pas d'un régime totalitaire. Hein. Je veux être peinard quand même dans ma dernière partie de vie, quand même. Pas de dictature en France, pas de régime autoritaire d'aucune manière. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Simplement une petite anecdote. Dès que Poutine a envahi, pour son expédition spéciale, Joe Biden a pris une décision que dans 10 ans, nous aurons encore plus de 10 ans d'avance sur les Chinois. Investissement de 400 milliards. C'est la course. C'est la course. Et c'est pas sûr du tout que la Chine entre en guerre avec l'Occident. La Chine a 1,4 milliard. Hein. Il y en a 400 millions qui vivent bien, ils dépensent du pognon à Paris, etc. Hein, c'est bien quand même, non? Il y a eu 150 millions de Chinois qui sont partis en vacances il y a plusieurs années, avant que Xi Jinping tourne la vis. Ils dépensent le pognon à Paris ou ailleurs. Pendant le Covid, on a entendu des protestations publiques après l'enfermement brutal contre le régime. Donc c'est pas ça. Mais la Chine a besoin, avec 1 milliard de gens qui ne sont pas riches, de leur donner des conditions modernes de vie, quoi. Bon, je ne vois pas pourquoi elle ferait la guerre avec les Américains tant qu'on est encore 1 milliard derrière. Modi, moi j'ai vécu en Inde, le système des castes subsiste. Le système des castes subsiste. Il y a 110 millions de musulmans. Il est anti-musulman parce qu'il est aussi anti-Pakistan à cause du Cachemire et tout. Ils ne sont pas capables de faire comme les Chinois. Des belles routes, des hôpitaux pour les gens. Ils ont une belle armée peut-être. Donc c'est pas sûr que tout ce que je vous ai dit va se rassembler en un bloc contre l'Occident. Il y a trop de différences. On parle du Sud global. Mais que ça veut dire, quoi? C'est des trucs de journalistes. Qu'est-ce qu'il y a entre Lula, un ancien trotskiste qui regarde un peu du côté de la Russie, mais qui est anti-américain, mais qui a des gros problèmes. Hein? Et puis l'Afrique du Sud. Et puis l'Inde, des cas. Il peut y avoir des intérêts communs, mais pas un front commun. Vous comprenez ce que je veux dire? Un front, c'est une alliance. Des intérêts, on les défend contre nous ou avec nous, comme tout le monde, quoi. Donc c'est pas demain, ce que j'ai la conclusion de mon livre, c'est pas demain un requiem pour l'Occident. Donc vous êtes content, vous n'allez pas être enterré demain, quoi. Très bien. On a tous une chance, quand même. Bon. Donc vous voyez l'évolution historique, hein, c'est pas une affaire de morale quand vous l'analysez. C'est des rapports de force, c'est des rapports d'intérêt. Parce que à chaque fois, j'ai vu que l'Occident, du 15e au 19e siècle, il faut une grande idée pour coloniser. Il faut une belle idée. C'était quoi? Christianiser. Et Jules Ferry, à partir du 19e siècle, quelle est la belle idée des Français et des Anglais? Coloniser, c'est civiliser. Pour des belles idées, vous savez, pour tuer les gens, pour les dominer, pour les former à nouveau, à nous-mêmes. Hein. J'ai vu ça, moi, sur le terrain. La belle idée, c'est christianiser. Jules Ferry, il n'était pas très chrétien, vous savez. Mais les Français n'ont pas autorisé l'école laïque dans les colonies. C'était les missionnaires catholiques. Missionnaires pour les colonies, école laïque pour les Français.
je m'excuse. Jules Ferry, j'aime bien, mais bon, j'aime pas son petit-fils. On coupera. Son arrière-petit-fils. On coupera. Très bien. Voilà, donc la grande idée, donc on a vu l'évolution, on constate qu'on peut se moderniser sans s'occidentaliser complètement, et ça c'est une conclusion intéressante. Certains l'ont fait et d'autres l'ont fait modérément ou volontairement. Ou brutalement, alors ça c'était pour la période coloniale surtout. Donc maintenant, s'il y a des questions pour Maurice Godelier, je vais vous passer le micro, parce que si vous avez des questions pour... Que toutes les comment disait l'autre, que toutes les bouches s'ouvrent et que toutes les fleurs que vous êtes s'épanouissent. Pas beau, non? C'est pas de moi, hein. C'est de Mao Tse-tung. J'en ai honte, parce qu'après, il a coupé toutes les têtes de fleurs qui s'épanouissent. Au début de votre conférence, vous avez parlé de la Papouasie et que vous participiez à des initiations. Donc, est-ce que ça veut dire que vous avez été initié vous-même? Et puis, ça doit être quelque chose d'extraordinaire? Ça doit être quelque chose d'extraordinaire? Vous pouvez nous raconter un peu? J'ai un film incroyable et tout. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Les initiations, c'est un peu l'équivalent de l'État. Il n'y a pas d'État. Les initiations, c'est tous les garçons du même âge, de tous les villages et de tous les clans en même temps. Ils sont initiés. Alors, je ne vous décris pas trop, mais l'initiation des garçons, c'est pour qu'ils dirigent la société et dominent les femmes. C'est la domination masculine. Donc, j'ai pu assister plusieurs fois à ça. J'étais invité à le faire. On ne m'a pas percé le nez, parce que normalement, j'aurais dû avoir le nez percé, mais ils ont dit, écoute, si tu retournes dans ton pays avec le nez percé, ça ne va pas être pas très bon. Ou en avance sur son temps. Et donc, non. Mais j'ai été invité par les femmes à leurs initiations interdites aux hommes. Alors, c'était très, très important pour moi, parce que 2 femmes sont venues me chercher un soir, à minuit, en disant, Maurice, tu viens, c'est les grandes initiations. Donc, je suis allé là-dedans, il y avait 900 femmes dans la jungle, pour initier des petites qui venaient avoir les premières règles, quoi. Donc, alors, on les bat, etc. C'est dur physiquement, des initiations, aussi bien pour les garçons que pour les filles, parce qu'on leur frotte des orties brûlantes sur les seins, etc. Pas ça. Mais surtout, moi, j'écoutais les discours. Il y avait des vieilles avec leur bâton à fouir qui tapaient sur les jeunes initiés. Mais qu'est-ce qu'elles disaient? Faut pas que tu déconnes. Quand les amis de ton mari vont venir, faut pas que tu t'amuses à faire le... Hein. Parce que si tu te fais baiser, ton mari te tue. Enfin bref, c'était pas l'émancipation féminine. C'était les vieilles qui donnaient le... Bon. Dans les initiations, je connaissais tout le monde, j'avais fait la généalogie de 2000 personnes. J'étais connu comme le blanc des barbouillards. Maurice Hénault ou Jacopo. Alors, Maurice le Rouge. Pas pour mes opinions politiques, mais pour mes coups de soleil. Mais il ne savait pas. Mes opinions politiques, il ne connaissait pas. Mais les coups de soleil, il les voyait, vraiment. Alors, je me souviens que les gamins sont pris à 9 ans. 9-10 ans, arrachés aux femmes, à leur mère, à leurs sœurs. Ils sont mis dans la maison des hommes pour 10 ans. Ils vont passer 4 stades d'initiation. Et ils vont devenir des guerriers. À 20 ans, 21 ans, on va avoir choisi une femme pour eux. Et ils vont construire leur maison familiale.
Bon, les petits, les rituels pour séparer les garçons des mamans sont durs, sont très durs. Et on les fouette, tout ça, le sang coule, etc. Passons, personne. Bon. Après, ils sont battus pendant 1 an. D'abord, ils sont le cul nu pour qu'ils ne voient plus de femmes, leur mère et tout ça, qu'ils aient honte. Bon. Et donc, régulièrement, on les bat et on leur donne des règles de conduite d'hommes. Alors un jour, j'étais avec des femmes que je connaissais, là, et ça faisait beaucoup de bruit dans la maison des hommes en haut du village, et les femmes reconnaissent leur enfant. Donc, il y en a une qui me dit oh, ils vont le tuer, là. Ils vont le tuer le mien, quoi. Et je lui dis, mais dis-moi, si on arrête les... Écoutez bien, si on arrête les initiations là, de ton fils, les garçons, quoi, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, je ne veux pas qu'on arrête, parce qu'il ne pourra pas se marier. Parce qu'il ne pourra pas se marier. Un homme non initié et non mariable. Donc, vous voyez le rapport homme-femme, là, bon, ok. Un jour, je suis devant encore une scène pareille, quoi, que je connaissais. Quoi. Et il y a une femme qui a entendu son enfant pleurer là, en haut, là. Elle pousse son mari devant moi, elle dit, mais vas-y quand même, va les arrêter, quoi. Alors, je connaissais bien le gars. Hein. Le type monte à la maison des hommes où vivent tous les initiés. Quand il arrive, les jeunes gens du 4e stade, 18, 20 ans, 21 ans, disent « Qu'est-ce que tu viens foutre, là? Qu'est-ce que tu viens foutre? Tu nous as battus, toi, quand j'étais jeune. Tire-toi maintenant. Tire-toi. Allez, retourne voir ta femme. » Bon, donc, les initiations, c'est une façon d'élever les hommes au-dessus des femmes et de leur donner le pouvoir de représenter la société. C'est des guerriers, hein. J'étais avec des guerriers. Tous des guerriers, horticulteurs, cannibales en plus. Donc c'est là que j'ai vu que moi qui étais un jeune marxiste quand j'étais normalien, que la domination masculine, c'est pas né avec le capitalisme au cul, hein, tout ça. Tout ça, c'est des bêtises. Ça traverse les siècles, ça traverse les siècles. Et c'est d'idéologie, hein. Parce que moi, j'ai été initié. Bon, quand j'ai été initié par le grand chaman, on était tous les deux. Hein, et j'avais amené les grands chamans et tout pour rencontrer le ministre de la Culture, pour savoir ce que j'allais faire des films, pour qu'ils viennent avec moi, pour savoir si le gouvernement autonome, maintenant indépendant, qu'est-ce qu'il pouvait protéger. Enfin, bref, passons là-dessus. Je me retrouve avec le grand chaman. Et il n'avait jamais vu la mer, d'ailleurs. Et il me dit, écoute, maintenant, je vais te... D'abord, il me demande comment les Blancs vous êtes arrivés. Quelle est la magie? Est-ce que tu peux me dire la magie des Blancs pour aller dans la Lune? Pour expliquer ce que c'est qu'une fusée, putain, c'est très compliqué. Bon, passons là-dessus. Et après, il me dit, voilà, je vais te donner le grand secret. Ah, merci, merci. Alors, il me dit, au début, il n'y avait pas d'hommes sur la Terre. C'était les femmes qui existaient. Et les femmes, elles avaient les flûtes sacrées. Avec les flûtes sacrées, elles pouvaient se passer des hommes pour faire des enfants. Écoutez bien, hein, les gars. Hein, bon.
Parce qu'après, je connais le nom sacré de la flûte. Et ça veut dire vagin. Bon. Alors, un jour, dit-il, les femmes ont vu des comment on appelle ça en français, des têtards au bord d'une mare. Et elles ont fabriqué des petits pagnes, des arcs et des flèches. Le lendemain, il y avait des petits hommes qui étaient apparus. Écoutez bien, c'est les femmes qui ont inventé la culture. Alors qu'à Paris, les intellectuels, nature, culture, nature, mon cul, tu vois. C'est les femmes qui avaient inventé les armes. Et surtout, elles avaient les flûtes sacrées. Bon, donc, il me dit, voilà, le mythe, tu vois, on ne dit pas mythe, hein. On dit parole des ancêtres. Hein. Les mythes, c'est nous qui disons mythe. Hein. Bon, passons. Alors, il dit, voilà. Et il dit, bon, les hommes ont grandi, mais les femmes, elles jouaient de la flûte merveilleusement. Un jour, un homme, alors c'est ça, un jour, un homme a surveillé les femmes. Il en a vu une qui jouait de la flûte et elle a remis dans la hutte menstruelle la flûte. Elle a remis une flûte sous sa jupe menstruelle. Écoutez bien, jamais un Barouillat n'approchera une femme en menstrue. Jamais ne touchera une... Bon. Donc le type, il a vu la femme jouer et il a volé la flûte. Il a joué de la flûte. Quand la femme est revenue, elle a essayé de jouer de la flûte, ça ne marchait plus. Elle l'a jetée. Alors j'ai deux versions. Elle l'a jetée, l'homme il a piqué, ou elle l'a donnée aux hommes, qui eux maintenant jouent de la flûte. Bon, si vous comprenez ça maintenant, la mythologie, il faut savoir la lire. Hein. Alors, je lui ai dit, mais c'est vous qui avez volé le pouvoir des femmes. C'est vous qui avez volé. Puisque maintenant, c'est vous qui jouez de la flûte. Et le type me répond, écoutez, je préférerais que les professeurs de Sorbonne puissent avoir la même intelligence parfois. Il me dit, écoute Maurice, les femmes, on leur a volé leur pouvoir, mais leur pouvoir leur appartient. Toujours. Il faut donc qu'on les sépare de leur pouvoir, toujours. Si on n'initiait pas les garçons, ça repartirait dans le corps des femmes. C'est génial quand même. Non, mais vous vous rendez compte, il y a les féministes qui vont faire des théories, mais là, lui, il a tout expliqué, quoi. Les femmes avaient le pouvoir, on leur a coupé le pouvoir, et il faut continuer à les séparer de leur pouvoir. Sinon, c'est comme une balle de ping-pong, paf, ça revient dans le corps des femmes, elles vont nous faire chier après, quoi. C'est ça que ça veut dire, quoi. C'est ça une mythologie. Ça veut dire qu'il y a des enjeux politiques qui sont traduits par une histoire fantasmatique. Mais quand même, la leçon que le type me dit, Maurice, je t'ai donné le grand secret. C'est-à-dire, c'est les femmes qui ont le pouvoir. Vous vous rendez compte de dire ça à moi? On était là, dans une chambre, tous les deux, là. Ah putain, c'était une récompense pour moi, non? J'aurais pas imaginé, quoi. J'aurais pas imaginé. Bon, maintenant, c'est délabré complètement. Tous les Barouillas sont chrétiens. Protestants, c'est ça? Oui, ils sont comment on appelle les trucs sectes américaines. Non, les évangélistes américains et tout. Alors, un de mes assistants, parce que j'étais beaucoup d'années là-bas, hein, et des assistants sont venus, etc. J'ai donné tous mes notes pour qu'ils continuent mon travail. Donc, ok. Alors, maintenant, les jeunes, on vient de recevoir une lettre il y a 8 jours, donc on vient de me la lire, moi, 4 jours, mais la lettre vient de m'arriver.
les jeunes barouillards ont envoyé une lettre à un de mes ex-assistants en disant d'abord, vive Jésus, etc. Donc, Jésus. Deuxièmement, nous avons constitué une Barouilla Film Company. Puisque moi j'ai fait tous les films, je les ai donnés pour... Maintenant on veut du pognon. Hein, moi j'ai aucun droit. J'ai qu'un droit scientifique, donc j'ai jamais touché à ça, j'ai tout donné. Bon, on a les copies, ils ont des copies. Mais... Alors, maintenant on veut du pognon. Alors ce qui est génial, c'est... Et n'oubliez pas que les femmes, pendant les initiations qui ont été filmées, elles épluchaient les patates. Elles doivent être payées aussi. C'est génial quand même. Parce qu'autrefois, les femmes, elles étaient rabaissées quand même, il ne faut pas croire. Et troisièmement, les accords qui ont été passés par nos vieux et avec Maurice, on s'en fout. C'est nous qui prenons le pouvoir. Paf, paf, paf. Jusqu'au cou. Occidentalisé, jusqu'au cou, mes enfants. Comme ça. Jésus d'abord, ensuite pognon, ensuite les vieux, c'est de la merde, c'est nous qui avons le pouvoir. Mais attention, il parle de Barouilla culture. Ils ont pris le mot anglais culture. Et ça, c'est quand même très fort. Parce que avec moi, les jeunes qui avaient été en plantation, ils me disaient votre force, enfin, c'est un truc comme ça. Votre force, c'est votre culture. Tu vois, les types qui disent ça, quoi. Un gars qui sort de la brousse, qui va travailler en plantation, il apprend un peu des mots, tout ça, et il repère que les Blancs, ils s'appuient sur leur culture. Et donc, ils parlent maintenant de leur culture, quoi. Bon, c'est bien. Comme les Japonais, on ne touche pas à l'empereur, on ne touche pas au shintoïsme, qui est la religion de l'empereur, dont l'empereur est le grand prêtre. C'est tout. C'est pas ça que je veux dire. Il ne faut pas penser qu'on peut occidentaliser complètement les gens. Soit c'est la brutalisation, et donc c'est la revanche, c'est l'humiliation. C'est comme pour la religion. Moi, j'ai été catholique quand j'étais petit. Je ne le suis plus. Mais par une démarche personnelle. On ne peut pas imposer à quelqu'un de ne pas devenir catholique. C'est tout. C'est un chemin personnel de critique. Bon, je ne vais pas imposer à lui, par exemple, qui est un mécréant. Je sais pas. Peut-être il est protestant même. Pas de lutte de religion. Et donc, vous voyez, c'est ça. Et donc, si je rencontre un homme politique, je dirais d'abord s'occidentaliser avec des cravates, des montres, tout ça, la voiture, le 4x4, l'électricité. Ah, les Barouillards ont plusieurs portables. Ils ont plusieurs portables. Et qu'est-ce qu'ils voient sur le portable? Des scènes de cul, des films porno occidentaux. Alors, ils ont fait voir ça aux femmes barouillards. Ils ont dit, mais quoi, les femmes barouillards, j'ai appris, quoi, les femmes blanches, elles baisent comme ça. C'était des cochonneries, quoi, qu'on a sur les trucs. Donc, mais ils ont des kalachnikovs maintenant. Et ils ont des kalachnikovs qui viennent de Chine. Alors, quand tu utilises les arcs et les flèches, ok, kalachnikov, 3 personnes, 5 personnes, là. Alors, il y a des zones de Nouvelle-Guinée où on ne peut plus y aller. Il y a une tribu qui est armée maintenant. Elle a foncé sur une autre tribu, elle a brûlé les écoles, elle a brûlé tout. Elle a tué 50 personnes. Avant, ils avaient des compensations. Mais tu ne compenses pas 50 personnes. Comment tu vas compenser avec des colliers et des trucs comme ça? Donc,
le post-indépendance, c'est compliqué, vous savez, c'est très compliqué. C'est nous qui sommes arrivés là. C'est comme ça. Mais on peut dire... Alors, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Suivre Jésus et faire du business », parce que ça m'avait plu. Mais si j'étais aujourd'hui, par exemple, en Égypte, je dirais suivre Allah et faire du business. Strictement pareil, mes enfants. Strictement pareil. Donc je vous ai bien ennuyé, bien amusé. Mais tu vois, on ne rentre pas dans les initiations sans être invité. Hein. Là-dessus, personne ne peut rentrer. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait des initiations, c'est quand les militaires étaient loin, les missionnaires étaient loin, on disait Maurice, viens, viens. Hop, toi, tu peux venir. Hop. Sinon, ils comprennent pas. Alors, pour vous faire un plaisir, avant votre repas du soir, là, je dois ajouter une petite anecdote. Je savais qu'ils étaient cannibales. Hein, mais la déontologie, pour un anthropologue, c'est on ne peut rien publier si les gens ne vous ont pas dit et expliqué ce qu'ils font. Or, le missionnaire m'avait dit, ils sont cannibales, les gars, et tout. Bon, okay, bon. Alors, un jour, il y a un vieux qui s'appelle Etcheangé, le grand homme des Etché du clan. Il était aveugle. Mais, si on peut dire, il voulait voir un blanc. Bon. Un aveugle qui veut voir un blanc, c'est compliqué. Bon. Moi, je dis au type, je fais savoir, il n'a qu'à venir, là. 7 heures du matin, j'ouvre ma porte, il y a Etcheangé était là, le vieux, là, avec deux jeunes guerriers, les plumes autour de lui. Bon, vous avez bonnet là-bas. Ok, alors on commence à discuter. Normalement, moi, je fais mon boulot. Dis-moi l'origine des Etchés, tout ça. Bon. Et à un moment, je suis obligé de jouer mon jeu d'anthropologue. Je dis, dis-moi, est-ce que tu as déjà mangé de l'homme? Ah oui, 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 bien sûr. Les deux jeunes, chut. Comme ils voient que je suis complètement indifférent à la question, ça a marché. Ils ont vu que moi, je n'avais pas de critique à apporter, pas de jugement, quoi. En plus, je fais mon boulot. Et avant, quand il était arrivé, j'ai dit, putain, s'il veut voir un blanc comme il ne peut pas voir, j'ai retiré mes lunettes. Et là, il a commencé à me palper complètement. Le visage, le corps et tout. Il a touché un blanc. Non, pas ça. Mais parce que s'il avait touché à des lunettes, il aurait dit, mais c'est quoi ces êtres qui ont un truc là, c'est pas ça. Et donc, on commence à discuter, quoi. Alors là, librement. Hein. Alors, comment vous mangiez des hommes? Oui. Oui, oui, dans la guerre, on mangeait. En général, on coupait les bras. Et on coupait plutôt les bras et les jambes, parce que c'est facile à transporter. Le reste, on... Alors moi, comme un anthropologue qui a lu les livres et tout, alors dans les livres des anthropologues, on dit le cannibalisme, c'est pour manger la force de l'ennemi. N'est-ce pas? C'est partout, là. Putain, moi, donc je commence ma belle question. Dis-moi, en barouillage, ça s'appelle. Tu mangeais des grands guerriers à Oulata. Tu mangeais des... Ah, bah, bien sûr. Très bien. Bon. Tu mangeais des femmes. Ah, bah, oui, oui. Ah. Et là, j'ose la question. La troisième. Tu mangeais des enfants? Oh, écoute, je me souviens, on a mangé un bébé un jour. C'était magnifique. Putain. Bon, alors, donc, là, quand même, en tant que blanc... je dis rien.
parce qu'il me dit aussi, quand il a vu que j'ai posé des questions, il m'a dit, toi, si on t'offre un coup, quoi, tu vas manger, toi? J'ai dit, écoute, un enfant, jamais. Mais un adulte, pourquoi pas? Donc, il était très content. Et moi aussi, parce qu'en fait, ils n'ont jamais offert rien, ils avaient fini le cannibalisme. Mais quand même, c'est intéressant, le rapport avec le vieux. Parce que, après, j'ai posé les questions à mes collègues d'Amérique latine, où il y avait beaucoup de cannibalisme chez les Indiens. Et il y a un mot spécial dans beaucoup de langues pour la chair humaine n'est pas la chair du gibier. Donc, une partie de l'humanité ancienne, très ancienne, a dû être cannibale. Pas tous, hein, parce que les voisins ne l'étaient pas. Donc, compliqué. Mais ça, c'était une anecdote pour votre soirée, quoi. Je crois qu'on va pas remercier Maurice Godelier.